Bonjour, Richard Durastante. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes thérapeute de couple, de famille même, plus largement. Vous êtes docteur en psychopathologie et vous êtes psychologue clinicien. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Vous intéressez à la co-responsabilité peuple-tyran. Vaste sujet. On va évoquer le fait que, par exemple, il y a un certain temps, Einstein disait qu'il serait bien de prévenir les gens que la science devient criminelle. Voilà. Einstein, un scientifique, pas n'importe lequel, avait déjà conscience du danger à l'époque. J'aurais une première question, pointilleuse. Comment réveiller les potentiels endormis? Parce que les endormis ont un potentiel qui est non exploité, on est d'accord. Vous parlez souvent dans vos écrits de la question de l'éveil. Donc comment éveiller? Et d'abord, qu'est-ce que l'éveil? C'est une question en deux volets. Merci. D'abord, on peut finir la formule d'Einstein. Oui. C'est-à-dire, attention, la science devient criminelle, pas forcément à cause des scientifiques, mais à cause du peuple qui laisse faire. Et on est en plein là-dessus. C'est-à-dire, Einstein lui-même en parlait, comme plein d'autres. C'est-à-dire, tant que la population laisse faire, les autres avancent. Je vais en parler tout au long de mon intervention. C'est le fait que quand le peuple commence à bouger, voilà, là, effectivement, les élites, entre guillemets, reculent. C'est une histoire de faire un pas de deux comme ça. Mais jusqu'à présent, ils ont avancé parce que on a reculé. Voilà. Et oui. Voilà. Oui, c'est donc la co-responsabilité. Qu'est-ce que l'éveil, justement? Alors, l'éveil, beaucoup me disent, oui, mais je suis éveillé depuis ce matin. Non, on ne parle pas de cet éveil-là. On parle de l'éveil psychologique, psychique, éveil de l'âme, c'est-à-dire ces moments où on se rend compte, enfin, qu'on est connecté avec soi-même. Voilà, c'est important. Et à partir du moment où on est connecté profondément avec soi-même, on reprend possession de soi. C'est-à-dire, on reprend possession de soi, de son libre arbitre, de sa liberté de penser, et le rapport à la peur est terminé. Voilà. Est-ce que tout ça a un lien, au-delà de la question de la foi et de la spiritualité, avec ce qu'on appelle l'intuition? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça éveille en tout cas l'intuition. C'est important. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est un contact avec le monde profond qui comment on pourra en parler, qui vient, je dirais, spontanément en soi, sorte d'éveil effectivement, où on se met à voir les choses différemment, pas forcément en ayant lu, en ayant entendu, mais ça sort profondément de soi, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle a un lien avec les 5 sens? Oui, bien sûr. Oui, du coup, je comptais en parler un peu à la fin. Quand je parle, voilà, on aborde la question de l'ermitage, qui est une construction. Je peux peut-être en parler rapidement. L'ermitage, alors, face à des patients difficiles, un peu perdus, très seuls, j'avais pas d'autre possibilité à un moment donné de leur dire, écoutez, peut-être chez vous, vous pouvez consacrer un petit lieu comme ça, en y mettant des choses que vous aimez bien, en y mettant des photos, en y mettant des images pieuses ou des objets connectés à la foi, si vous avez, ou des pierres, des minéraux, quelque chose qui pour vous a du sens profondément, ou que vous avez connu pendant votre enfance, que vous avez avec lesquels vous avez joué, et vous mettez ça dans un petit coin, un petit hôtel peut-être. C'est un lieu, du coup, c'est un lieu inviolable. Voilà, faites-en un lieu inviolable. Dites, dans cette tempête qu'on vit en société, ce lieu-là, il est à moi. Et je peux m'y référer, je peux venir y prier. Alors ça a un rapport
avec une foi, même une foi naissante, hein, d'avoir un lieu qui est un lieu à soi et qui permet effectivement de ne pas se laisser trop envahir par ce qui se passe à côté. Voilà. Et c'est vraiment très important. Alors après, du coup, oui, c'est lié aux cinq sens. Je me dis, pourquoi pas, ça c'est Ariane Biéran qui en parlait, la psychologue clinicienne qui a beaucoup travaillé cette question-là, de se sentir protégé. Hein. D'ailleurs, elle a écrit un petit livre, c'est se sentir protégé, je crois le titre, un tout petit livre qui est très intéressant. Et elle dit, pourquoi pas, se reconstruire soi-même à travers les cinq sens. Par exemple, la vue. C'est quoi la vue pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez y mettre dans la vue? La première fois que vous avez vu cette jeune fille qui est devenue votre femme, par exemple, ou l'enfant qui naît, le premier regard que vous avez eu sur lui, qui vous a frappé, marqué. Voilà, c'est ça. C'est tirer la quintessence de ce que vous avez vécu à travers la vue. Voilà. Ensuite, il y a le goût et l'odorat. Et là, on peut se référer pas à un moment très particulier de votre vie. Vous pouvez le remémorer, à la limite, prendre note, hein, de façon à retenir ça. Et moi, quand je dis ça, je suis en train de penser à Marcel Proust, La Madeleine. Hein, je sais pas si ça vous parle. Et effectivement, la question, Proust parle beaucoup dans un de ses livres, La recherche du temps perdu, un moment où il est avec sa grand-mère et où le goût de la madeleine, je crois, trempée dans le thé, lui évoque tout de suite des souvenirs d'enfance. Voilà. Et l'odeur aussi. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est à vous. Et vous pouvez que le mettre dans un coin de votre tête et vous reconnecter avec ça. Il y a ensuite le toucher, hein, toucher les cheveux de votre bébé, par exemple, ou ses cheveux quand il a grandi, hein, quand il est devenu un homme libre, indépendant, grâce à la protection maternelle et paternelle, des moments comme ça qui vous font du bien. Et l'ouïe, hein, l'ouïe c'est important. Hein. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a une musique qui vous plaît? Ou même un concert classique, hein, un concert de Tchaïkovski ou autre. Et ça, vous le gardez. C'est une musique à parler à votre âme. Gardez-la pour vous. Retrouvez-la. Faites-en un lieu sacré et consacré à vous-même. Peut-être dans la réalité, hein, un lieu, une petite table, vous mettez effectivement des objets et vous venez prier. Ou vous connecter, ou réfléchir, ou méditer. Pas forcément la prière, mais c'est une forme de prière, la méditation, de toute façon. Ou bien un lieu en vous. Parce que quand vous faites ça, vous reconnectez vous-même, profondément. Voilà. Et vous vous rendez compte juste que c'est un lieu inattaquable. Voilà. Même pas le pouvoir ensemble, le pouvoir qu'on va voir qui attaque les individus sur le fond de qui ils sont, en particulier dans la guerre 5e génération, ça, ils ne peuvent pas l'attaquer. C'est important. Et d'ailleurs, cette connexion au monde immatériel, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition, ça va au-delà des cinq sens. Quand on ressent quelque chose comme un animal qui ressent quelque chose finalement, un danger, mais un danger réel, pas un danger créé de toutes pièces par le pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. Et pour cela, il faut être connecté. Il faut être reconnecté avec soi-même. Voilà. Et donc, ce que vous déplorez, c'est peut-être que le monde actuel extrêmement matérialiste a déconnecté beaucoup d'individus de ce monde invisible et immatériel. Oui. Alors là, on aborde la question de la fluidification du sacré. Oui. Voilà. Le sacré, moi, je me suis mis à penser au sacré. Je sais pas, quand je me rends compte qu'effectivement des églises brûlent. Ou quand le fameux épisode où Notre-Dame de Paris a brûlé à cause d'un mégot, de qui on se fout, hein, franchement. Voilà. Et ça a été important parce que le sacré, juste un mot, c'est ce qui rapporte à la foi, hein, ce qui rapporte aux croyances, à la religion, mais pas que la religion. Hein, tout ce qui est croyance pour l'individu, par les lois, hein, par le permis,
l'interdit, l'interdit de l'inceste, du meurtre, par exemple, ou bien par l'interdit qui a rapport avec avec tu ne tueras point, avec les tables de la loi, hein, dans l'Ancien Testament. C'est ça qui constitue le sacré, c'est ce qui est inviolable en principe, et ce qui aujourd'hui est violé parce que c'est dans l'objet lectif de la guerre en 5e génération que de s'en prendre au sacré aujourd'hui. C'est ce qui tient la société et l'individu. Le sacré, c'est ce qui constitue des limites, des barrières, des protections pour l'individu et pour le groupe social. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est violé. Voilà. Du coup, c'est important de s'en rendre compte. Et ce que je voulais dire par là, par rapport à votre question, c'est le fait que j'ai écrit, c'est une forme d'amour ou de désamour, le sacré. Après, je me suis dit, pourquoi j'ai écrit ça? Mais non, c'est important, parce qu'en fait, c'est comment on s'est construit dans l'amour des gens qui nous ont aimés, ou pas. Voilà. C'est comment on a pu se connecter, effectivement, à cet amour-là, et comment j'ai un exemple dans la psychanalyse, c'est comment le psychanalyste anglais Winnicott, du début du siècle, a parlé de la capacité de l'enfant à jouer seul en présence de sa mère. C'est-à-dire que là, c'est important ce que dit Winnicott, il dit l'enfant est tellement certain au fond de lui, a tellement l'intuition profonde que sa mère est là, c'est pas la peine qu'il se colle à elle. Il est connecté à elle naturellement, il peut jouer tranquillement sans la solliciter. Et ça, quand on grandit, on peut avoir cet état d'esprit qui fait qu'on n'est pas obligé de se coller au tyran ou au chef de l'État, au gouvernement. On peut très bien vivre sans forcément, avec une présence en soi suffisante et spirituelle et du côté de la foi pour pouvoir en faire à son affaire, j'ai envie de dire. Voilà. Les gens qui n'ont pas construit, alors ce que dit Winnicott, c'est la construction de la sécurité intérieure, c'est important. Voilà. Des enfants l'ont, d'autres malheureusement l'ont pas, parce que les traumatismes ont fait qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Hein. Et du coup, ceux qui sont particulièrement aux prises avec la peur que diffuse la guerre en 5e génération, c'est ceux qui sont déjà fragiles dès le départ avec la question de la sécurité intérieure. Ce sont des gens qui ne sont pas en sécurité. Et les personnes qu'on voyait dans les voitures mettre des masques pendant la période de Covid, c'est des gens qui ne sont pas en sécurité. Voilà. Alors, ils n'y peuvent rien, ça s'est manifesté comme ça, je veux dire. Mais c'est important de pouvoir en avoir conscience pour tenter peut-être de les reconnecter aujourd'hui ou avec une sorte de sécurité qui pour eux est encore possible. D'ailleurs, justement, le dictateur ou l'ingénieur social sait tout cela. Et le dictateur s'en prend volontairement au sacré de toutes les façons possibles. Il attaque le vivant, il attaque toutes les strates de la société et de l'individu. Alors, oui, c'est ça. De manière particulièrement rusée, parce que la guerre 5e génération, c'est pas une guerre comme les autres. C'est pas une guerre, on va attaquer les gens à coups de fusil et tout. C'est une guerre sournoise, une guerre molle. C'est pas parce qu'elle est molle qu'elle est pas puissante. C'est-à-dire, on s'en prend aux gens dans le fond d'eux-mêmes, si vous voulez. On va attaquer leurs croyances, on va attaquer leur âme, on essaie de tuer leur âme, de tuer leur foi, leurs croyances. C'est pour ça que je vous parlais d'ermitage tout à l'heure. C'est que l'ermitage permet de se reconnecter avec le fond de soi-même. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas la peine, comme je l'ai dit dans mes interviews précédentes, de faire une révolution, tout casser. La solution, elle n'est pas là. La solution, elle est de créer du lien avec des gens, de se reconnecter soi-même d'abord, et avec l'aide des autres, et laisser passer. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que Étienne de la Boétie,
qui a vécu en 1500 et quelques, qui était un jeune ado. Il avait 18 ans quand il a écrit son livre. Le discours de la servitude volontaire. Voilà, le discours sur la servitude volontaire. Vous vous rendez compte, à 17 ans, faut-il qu'il soit inspiré, hein, et qu'il y voit clair. Et il disait qu'à partir du moment où le peuple qui a élu le tyran se rend compte que ses lois, sa manière de gouverner lui convient plus, et n'est pas fait pour le peuple, il s'en détache. Il disait, la meilleure façon de se libérer de ce que fait vivre le tyran, c'est la désobéissance civile. Voilà ce qu'il disait. Voilà. C'est pas une révolte, parce que la révolution, d'autres révolutions, comme celle de 1789, où il y aurait beaucoup à redire, alors, des infos qui sortent aujourd'hui disent que c'est très probable que c'était une révolution colorée, pas spontanée du tout, mais manipulée, hein, voilà, pour guider le peuple. D'ailleurs, j'ai entendu la vidéo, il se dit que la Bastille contenait 4 prisonniers. C'était plutôt un symbole d'attaquer la Bastille, et c'est pas important du tout en tant que tel. Voilà. On a voulu montrer, effectivement, c'est un mouvement qui n'est pas spontané, et c'est un mouvement construit. Ce que je veux dire par là, c'est que ça passe pas forcément par des révoltes et des révolutions violentes. D'ailleurs, je sais pas, je reçois je suis aussi thérapeute de couple, et quand il y en a un des deux qui attaque l'autre, violemment, c'est qu'il il ne peut plus se parler. Voilà. Et dans la rue, c'est pareil. Quand il y a de la violence, on ne peut plus se parler. Voilà. La question, c'est continuer à se parler, et d'abord, se parler à soi-même. C'est important. La Révolution française, c'était une révolution bourgeoise et maçonnique, dit-on, pour déspiritualiser la France? C'est une révolution fomentée contre le roi, hein, pour prendre ses richesses, et puis pour capter le peuple. Hein, voilà, du côté... Alors, fomenté apparemment par la haute bourgeoisie, par les sectes, par toutes les obédiences effectivement sectaires, maçonniques, voilà. Ce que j'ai entendu en tout cas. C'est un transfert de pouvoir. C'est vécu comme un transfert de pouvoir. Mais mai 68, qui apparaît aussi comme une révolution, ça n'est pas une. C'est-à-dire que mai 68, c'était aussi une révolution entre guillemets coloré. Hein, pourquoi? Ben pour chasser du pouvoir De Gaulle. Hein, De Gaulle qui avait des positions contre l'Europe, hein, contre la monnaie européenne, je crois, il me semble, ou contre Israël, enfin tout ça, en se disant, mais il y a encore une vidéo de Gaulle, hein, sur Internet, où il dit, mais c'est une aberration de s'installer en plein pays arabe, ça a mal tourné à un moment donné. Voilà, De Gaulle, il s'est fait bouter du pouvoir à cause des prises de position. Et la meilleure façon de le bouter du pouvoir, c'est d'avoir mis en place une sorte de révolution. Voilà. Concernant justement ces attaques assez brutales, hein, contre le sacré, est-ce que vous pourriez rappeler en quelques mots ce qui semble être un plan finalement en plusieurs volets, chaque volet comprenant une peur ou une terreur différente, pour en arriver ensuite aux conséquences. Ok. Alors tout est lié. Et là j'ai envie de dire, je reprends ce concept de cinquième génération qui est fait de plusieurs étapes. Hein, c'est pas. Alors il y a eu autre chose avant, hein, mais il y a eu, depuis 2020, le Covid vaccination, il y a eu aussi le réchauffement climatique, il y a eu ensuite le wokisme et le LGBT, il y a eu ensuite les attaques contre l'alimentation, il y a eu les vies de 15 minutes, tout ça, ça va dans le sens d'une tentative d'enfermement de l'individu. Voilà. C'est la guerre contre les peuples, mais une guerre molle. Hein, comme disait, je crois, Jean-Pierre Le Goff, c'est une dictature molle. Il parlait de ça. On ne la voit pas arriver. Et le risque, quand on ne la voit pas arriver, c'est que du coup, les gens se l'approprient aussi pour être aussi acteurs de cette dictature-là.
Hein, c'est ce qu'on disait quand vous parliez de co-responsabilité du peuple. C'est-à-dire comment le peuple est acteur aussi, d'une part, du tyran qui met au pouvoir, et d'autre part, de la manière que le tyran a de gouverner. Le peuple en est responsable aussi. Voilà. Parce qu'il voit pas, il voit pas arriver, il n'a sûrement pas vu arriver cette attaque, ces attaques, en tout cas, contre le peuple. Le peuple est assez désinformé, par exemple, quand vous parlez de guerre de 5e génération, l'un de ses pans les plus importants, c'est la guerre de l'information et l'instrumentalisation du mensonge. Vous pourriez en dire 2 mots? Bien sûr. Ça conduit à faire accepter tout un tas de mesures, finalement. C'est toujours les mêmes techniques, je dirais. Hein. C'est la propagande monumentale, hein, propulsée par les médias. C'est la guerre contre les gens. C'est-à-dire comment... bon, là, c'est pareil, j'en aurais parlé à la fin, mais pourquoi pas en parler maintenant. C'est hypnotiser les gens. La question de l'hypnose est très importante. Par la télé, alors la télé, effectivement, en plein dedans, hein, par les jeux vidéo, par tout ce qui concerne effectivement ce qui prend l'individu et qui est addictif plutôt. Voilà, il faut en avoir conscience de ça. Hein, par la société du chaos, hein, par les chemtrails, par voilà tout ce qui a fait notre vie depuis quelques années. Voilà, ça c'est important. Ça constitue des armes silencieuses de cette guerre-là. Voilà. Alors, en même temps, comme je vous ai dit, on enlève aux gens le pouvoir qu'ils peuvent avoir de se connecter par eux-mêmes, hein, où ils n'ont plus besoin, du coup, d'une élite, mais où, effectivement, ils peuvent, par la prière, par la méditation, se référer à plus fort, à plus haut que, voilà, à au-dessus. Hein. La glande pinéale a bien cette fonction. Hein. La glande pinéale qui est très attaquée, et y compris par la religion. Voilà. Donc la question est là. La question c'est qu'on attaque la personne sur le fond de ce qui constitue pour lui une sortie, une liberté qui se prend sur le pouvoir, de façon à ce qu'il reste seul, aux prises avec ce pouvoir-là. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous dites que cette maltraitance repose, entre autres choses, sur la culpabilisation, que ce qui a pu être vécu récemment, qui s'apparente à des tortures morales et psychologiques, dignes de Guantanamo, dixit Yvan Charrier. Est-ce que ça ne nous amène pas aussi, à l'heure où nous parlons, à être en plein stress post-traumatique? Alors, moi, j'aime bien ce qu'a dit le psychologue Yvan Charrier, quand il parle de la manière dont on a traité les enfants pendant le Covid, et qui s'apparente à des tortures psychologiques, tortures menées contre les, entre guillemets, terroristes de Guantanamo. C'est-à-dire que on a repéré aujourd'hui chez les enfants qui ont été mis sous masque, gel hydroalcoolique, enfermés, pas la possibilité de se rapprocher, ça a été pour eux terrible. Voilà. Je précise que des enfants dans des écoles faisaient du sport avec le masque. C'est ça. C'est ça. Et ils ont développé pour beaucoup des symptômes qui sont des symptômes qu'on retrouve chez les prisonniers de Guantanamo. C'est quand même pas rien. Voilà. Quand je parle de guerre 5e génération, on y est en plein dedans, ne serait-ce que par les effets. Voilà. Je voulais traiter d'un sujet avec vous, vous poser des questions, et même si j'inviterai prochainement certainement le spécialiste de la question, Alexandre Le Breton. La question, vous l'évoquez, des techniques MK Ultra. C'est très important parce que c'est très méconnu par le grand public.
Et en fait, ça joue un rôle central, puisque des individus qui sont passés entre les mains de formateurs MKUltra ont quand même des postes à responsabilité, je crois. D'abord, quelles sont ces méthodes? Alors, je ne vais pas être qualifié pour en parler, je sais que ça existe. J'en ai fait un élément de l'hypnotisation, c'est-à-dire l'hypnotisation, on la trouve chez les psychologues, hein, c'est un élément, une méthode qui est très, qui inspire beaucoup les psychologues parce qu'ils permettent à la personne d'être mis en situation de retrait par rapport à eux-mêmes et d'être sous le pouvoir de la personne qui hypnotise, de façon à libérer son esprit, à accéder à ces traumatismes. Et moi, je dis que peut-être c'est forcer l'individu à avoir accès à l'origine des traumatismes. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser la personne prendre le temps d'accéder à ces traumatismes sans forcément lui imposer une méthode qui va forcer, hein? Il y a des gens qui se retrouvent, comme je dirais, entre guillemets, le ventre à l'air, hein, parce que c'est sorti, et ils ne font pas grand-chose. Voire certains psys, pas assez formés, ne les aident pas à en faire grand-chose, hein, de ce qui est sorti là, hein, du côté du traumatisme. L'hypnotisation, c'est aussi ce qu'on retrouve dans des stratégies, entre autres de la CIA, mais d'autres organismes à 3 lettres ou plus, je sais pas, qui va développer tout un tas de méthodes pour hypnotiser les gens, pour leur faire perdre consistance, j'ai envie de dire, et le faire perdre contact avec eux-mêmes. Voilà. Parce que quand on est hypnotisé, ben on est ailleurs. Hein. Là, c'est pareil. La question, encore une fois, c'est s'en rendre compte. Pas que la CIA, hein, voilà, il y a eu aussi des institutions, entre autres, pas toutes, mais de la psychanalyse, qui ont agi sur des foules. Hein. Voilà, comment capter une foule, par exemple. Voilà. Donc c'est sérieux, quoi. Voilà. Alors, on dit, oui, mais c'est plutôt dans les années 50, 60, ok. On retrouve MKUltra, effectivement, qui est une technique de manipulation très connue, hein, MKUltra, où par l'hypnose et maltraitance personnelle, hein, psychologique, on pouvait construire de l'individu normal un meurtrier. Des gens qui pouvaient, comment dire, le cinéma en effrayant de ces films là-dessus. Hein. Entre autres, Orange Mécanique ou le film Complot, avec Mel Gibson, hein, qui est en plein dedans, hein, qui montre comment un individu se fait coopter par la CIA, manipulé, et puis il est entraîné pour tuer des gens qui ne sont pas tueurs au départ, mais par des techniques très précises, on les amène à tuer. Voilà. Vous parliez des masses médias, finalement, la technique de l'hypnose, on peut dire que les écrans ont un effet hypnotique. Bien sûr. Indéniable. Oui. Vous parlez également de la déprogrammation sensorielle et intellectuelle. C'est la même chose, hein? Ça va de pair, j'ai envie de dire. Ça permet effectivement de... Alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais effectivement... Ce sont des programmes longs? Long, mais on défait l'individu de qui il est, de façon à être notre personnage. Voilà. Alors, officiellement, ça a plus court. MKUltra, voilà. Mais peut-être que ça a pris d'autres formes, je sais pas, je ne m'aventure pas plus loin là-dessus. On peut faire une parenthèse d'ailleurs sur l'Institut Tavistock qui a été créé en 1947 à Londres. C'est l'Institut Tavistock des relations humaines. Vous vouliez en dire 2 mots? Parce qu'il a eu un rôle important dans l'histoire. Ce que j'ai appris, alors, ce que je livre là, je suis chercheur en psychologie, donc je creuse et je continue à creuser. Et ce que je veux dire par là, c'est que au cours de mes enquêtes, j'ai trouvé
ça a confirmé le fait que certains instituts de psychanalyse ont fait partie de ces programmes-là. Voilà. Faut pas oublier non plus que le neveu de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, Édouard Bernays, était le créateur de la propagande, qu'il a exportée aux États-Unis, quand même. Ce n'est pas rien. Hein. Avec l'aide, entre autres, de son oncle aussi. Voilà. C'est quoi cette histoire-là, quoi? Juste à l'avoir en tête et se dire que qu'à force de creuser, on trouve, quoi. Ce que je voulais dire par rapport au sacré, c'est aussi, si j'ai encore un peu de temps, je sais pas. Bien sûr. Ok. C'est aussi de se dire que la violence par la guerre de 5e génération a attaqué le sacré, mais qu'il y a d'autres politiques, j'ai envie de dire, qui l'attaquent aussi. Entre autres, la question du libre arbitre de vivre ou de mourir. Hein? Je me dis, mais quand j'ai vu arriver des lois Ferlorni concernant la fin de vie, c'est pas faut-il, c'est que maintenant, possiblement, ça va être faire partie d'une loi. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on met fin à la vie de quelqu'un? On va le décider. Hein? C'est-à-dire qu'on me dit, oui, mais d'accord, mais des gens, effectivement, demandent l'euthanasie parce qu'ils souffrent trop. J'ai dit, ok, mais est-ce qu'il y a que ça? Voilà, c'est la question que je pose simplement. Est-ce que c'est fait que pour ça? Parce que, entre nous, le vaccin n'était pas fait pour tuer. Le vaccin, normalement, un vaccin ne tue pas. Hein? Ou s'il tue, on l'arrête tout de suite. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ça peut pas se répercuter sur autre chose, hein, du coup? Et du coup, oui. Du coup, à partir du moment où un vaccin est sorti, alors, ce qui sort sur le vaccin aujourd'hui, c'est le fait que le vaccin a été construit en laboratoire. On ne peut pas nier le fait que le prix Nobel français de médecine en a parlé au printemps 2020. Quand même, ce n'est pas rien. Hein. Professeur Montagnier. Voilà, Luc Montagnier qui en a parlé et qui a dit ce virus a été trafiqué en laboratoire par des experts en microbiologie. Voilà. Professeur Perron en a parlé récemment dans une vidéo. Ça y est, on le sait maintenant. Hein. La question, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Comment on peut faire en sorte de pouvoir en faire quelque chose de constructif quand même, tout ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que ça va dans le sens de l'éveil des gens, hein? Le fait d'admettre effectivement que si le virus a été construit et trafiqué, entre guillemets, c'est pas normal, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour le bien-être des gens? Il n'aurait pas été trafiqué sinon. Hein, le vaccin non plus. Donc, c'est tout ce que je pose comme question. Moi, j'affirme pas des choses, hein, je pose des questions à chacun. On peut avoir des opinions différentes, et justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir susciter le débat. Hein. C'est ça qui fait avancer aussi des idées, qui réveillent les gens. Hein. C'est qu'ils puissent s'exprimer. Moi, je suis pas un porteur de vérité intangible. Je vous donne ça, à vous de creuser. Vous invitez à se poser des questions et à développer un esprit critique. Tout à fait. On peut s'entendre sur le fait que tout ce qui se passe depuis 2020, c'est pas normal. Ça, on peut le dire. Hein. Mais après, pourquoi c'est pas normal? D'où vient tout ce qu'on a vécu de pas normal, du coup, hein. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est la liberté, à partir du moment, ce que je voulais dire, où l'individu se rend compte aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'y ait pas de statistiques officielles, mais ça sortira peut-être un jour, qu'il y a eu énormément de morts et beaucoup d'effets secondaires, énormément. Ça c'est moi qui le dis, mais que j'ai l'impression que les gens ne sont pas trop mobilisés dessus, ça continue. Effectivement, plus la population recule,
et plus en face les autres avancent. Hein, ils avancent vite. Voilà. Parce que du coup, dans le fond, tout ça est fait pour qu'on s'éveille, pour que les gens s'éveillent. Voilà. On leur laisse le champ. On leur laisse le champ libre. Et la nature a horreur du vide, donc si on laisse la place sera prise, et c'est forcément pour le meilleur. Absolument. Si on ne s'est pas révolté contre l'attaque de la vie, est-ce qu'on va se révolter contre l'attaque de la mort? C'est-à-dire qu'une loi va vous dire à quel moment on peut mourir ou pas. Hein? Et de façon digne ou pas. Alors moi, j'en parle parce que dans ma famille, mon père a été victime de ça. À 84 ans, c'était un homme qui était qui avait beaucoup d'humour, un humour qui faisait rire que lui, mais c'était aussi sa force. Et qu'il est rentré à l'hôpital, il me dit, je ne vais pas rentrer à l'hôpital, je ne sortirai pas. C'est son médecin qui l'a poussé. À moi, c'était à 20 ans, je ne pensais pas comme maintenant. Mais il avait un problème de cœur-poumon, il s'est éteint petit à petit. Moi, je disais au médecin de l'hôpital, je disais, mais qu'est-ce qu'il a, mon père? Il me dit, vous savez, dans l'état où sont ses poumons. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, mais lui, il aurait aimé vivre quand même. Ils l'ont mis en sédation profonde. Je l'ai su après. C'est une infirmière qui était dans mon groupe de formation qui me l'a dit. Ils m'ont dit, mais ils l'ont mis en sédation profonde. Il est mort comme ça. Alors, ça me parle. Et c'est pour ça que ça m'interpelle. Voilà. Alors, est-ce qu'on va laisser aujourd'hui le milieu médical? Est-ce qu'on va être confiant quand on rentre à l'hôpital, par exemple? Il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis de l'hôpital et de la blouse blanche, vous l'avez remarqué? Oui, mais c'est pas interdit que les médecins se réveillent eux-mêmes, quoi. Hein, petit à petit, il y en a plein qui se réveillent, d'ailleurs. Alors, une technique de ingénierie sociale, c'est la fenêtre d'Overton. Hein, c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, le fait que le pouvoir ne s'en prend pas frontalement aux gens. Hein, on va pas dire, on va pas dire la majorité sexuelle, ça va être 6 ans pour les enfants. Non. Non, ce serait trop grossier. Voilà. On va y aller par étapes, petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, la majorité sexuelle est à 15 ans. Hein, ils vont faire en sorte de la faire descendre à 13 ans, à 10 ans, à 8 ans et à 6 ans. C'est-à-dire que les gens vont accrocher la fenêtre d'Overton, c'est graduellement comment passer de l'insupportable, de l'inentendable, au supportable et au largement admis. Voilà. La fenêtre d'Overton, pour les spectateurs, c'est le champ de ce qui est perçu comme acceptable par le grand public. Oui, mais en partant, c'est-à-dire, ça devient acceptable, par la manipulation, toujours pareil, par la perversion, par le discours truqué, par l'inversion des valeurs, on fait en sorte de passer par l'insupportable, par l'entendable, l'intéressant et le fortement accepté, voilà, admis, voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire l'enfer comme étant le paradis. Avec la fenêtre d'Overton, justement, avec toute la programmation mentale du côté de l'inversion des valeurs qui a lieu. Et ça, c'est important. Il faut se réveiller par rapport à ça. Hein, aujourd'hui, je me disais, mais finalement, aujourd'hui, en pensant aux camps de concentration d'il y a 80 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas faire apparaître des camps de concentration par le discours manipulé avec cette fenêtre d'Overton comme un centre de repos, par exemple. Hein, pourquoi pas? Il pourrait faire des camps de concentration, des lieux de repos avec tout un temps où ils vont manipuler l'opinion publique pour qu'elle admette, en fin de compte, je sais pas, je me disais, mais pourquoi ils verseraient pas une rente voilà, aux 2 dernières années de vie de la personne, en disant, si vous êtes ennuyé jusqu'à présent, au moins pendant 2 ans vous aurez de l'argent et vous le regretterez pas, mais après c'est fini. Mais je veux dire, il ferait en sorte que les gens aillent eux-mêmes dans les camps de concentration se faire exterminer. C'est une hypothèse. Hein, voilà, c'est une hypothèse.
je dis ça comme ça, je suscite peut-être la réflexion ou la moquerie quand je dis ça, mais pourquoi pas? Après tout, l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on aurait pensé qu'un jour l'industrie pharmaceutique sorte la grosse artillerie pour fabriquer un vaccin sur quelques mois, alors qu'un vaccin, il faut quand même 5 ans ou plus pour construire un vaccin. Là, c'est quelques mois, hein, sans savoir ce qu'il y a dedans, et que les gens courent se faire piquer. Parce qu'il y a la peur. Est-ce qu'on aurait pensé ça, ne serait-ce qu'il y a 20 ans? Non. Alors, pourquoi on ne pourrait pas extrapoler avec des camps de concentration? C'est-à-dire faire en sorte que ce soit les gens qui aillent eux-mêmes, comme les gens se sont fait piquer par eux-mêmes, comme les gens se sont fait détruire leur vie, leur profession et leur organisme avec une piqûre. On leur aurait dit, allez vous faire vacciner, on ne sait pas ce qu'est le vaccin, mais ils n'y seraient jamais allés. C'est la fenêtre d'Overton qui a fait qu'ils y sont allés. C'est que petit à petit, on a construit un autre discours par la manipulation. Vous voyez? D'ailleurs, les camps de concentration, c'est la propagande de Goebbels qui fait que les gens pensaient que c'était des camps de travail et que ça s'arrêtait là? Oui, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que Goebbels n'est pas tout à fait mort, quoi. Il y a encore effectivement des tendances à manipuler les gens pour leur faire des choses insupportables et destructrices pour eux. Bien sûr, la propagande de Goebbels, elle a été recyclée avec une base commune, c'est-à-dire un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Ça, c'est un principe de base de la manipulation. Bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, c'est lié au fait qu'on a dépossédé les gens du sacré, de leur sacré à eux, et que en face, les élites, entre guillemets, on fait valoir, on plongeait les gens dans le matérialisme, dans le plaisir d'essence, dans la rentabilité, dans l'argent. La jouissance immédiate. La jouissance immédiate, c'est-à-dire tout ce qui est bas de plafond. Et les gens qui ont adhéré ont perdu leur âme, tout simplement. Pour en revenir à la fenêtre d'Overton, qui est vraiment un concept important et central, on peut dire que cette fenêtre, elle est déplacée à coup de mini-chocs, c'est-à-dire on utilise ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. On crée de grands chocs comme l'ont été le Covid et les guerres, etc. et les grandes peurs qui créent le choc et la sidération. Et on anesthésie les gens face à la réflexion. Et ces peurs les sidèrent et leur fait faire peut-être parfois n'importe quoi. Oui, absolument. À partir du moment où on dépossède les gens de leur sacré à eux, on peut en faire ce qu'on en veut. On en revient effectivement aux techniques MKUltra. Hein, voilà. Et on peut extorquer leur consentement. Absolument. Dans certaines situations. Parce qu'ils ne savent plus. Vous savez, moi, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui disaient, oh là là, cette histoire de vaccin, oh, c'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi, ça m'embrouille la tête. Bon, allez, je vais allumer la télé, je vais regarder ma petite série, je vais ouvrir une bouteille de coca. Ok, mais je veux dire par là que des gens n'ont pas résisté à la pression que ça pouvait représenter. Et on peut les comprendre. Mais comment prendre possession de soi à un moment donné? Comment retrouver son ermitage? Et comment avoir le courage de faire comme l'ermite, de l'ermitage, pouvoir se retirer à un moment donné du monde, pouvoir se retirer sur soi, voilà, pouvoir se mettre en méditation, pouvoir reprendre possession de soi-même, quoi. Pour en revenir au mensonge, donc qui est un phénomène puissant, on peut dire que sa sœur jumelle, c'est la ruse. Par exemple, le Mossad dit « par la ruse, nous vaincrons ». La ruse est évidemment aussi développée dans Le Prince de Machiavel, Nicolas Machiavel. Vous parlez, vous, de la ruse et Méphistophélès. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Dans les représentations sociales, on montre toujours le diable comme retors. C'est-à-dire, je crois que j'en parle dans mon livre, chapitre sur le diable, la rencontre avec le diable. La rencontre avec le diable, j'en fais un moment qui n'est pas violent,
C'est-à-dire, le diable, il a la personne, il prend possession de la personne par la persuasion. Hein, il lui dit, c'est imaginaire, bien sûr, de quoi tu as besoin? Moi, je peux t'offrir une belle voiture, je peux t'offrir une belle maison, tu n'auras plus besoin de travailler, tu auras l'argent que tu veux. Et la personne, progressivement, elle perd pied. Aujourd'hui, on a dit quoi? On a dit, fais-toi vacciner, tu verras, c'est pas douloureux, tu vas faire comme tout le monde, tu vas pouvoir effectivement, tu vas pouvoir retrouver ta vie d'avant. Retrouver ta vie d'avant. Tu vas pouvoir être comme c'est ça la question, hein, c'est arriver à déposséder le sujet de lui-même, encore une fois. Vous qui parlez bien italien, le diable, ça veut dire celui qui divise, mais c'est aussi celui qui séduit, par la ruse en l'occurrence. Bien sûr. On présente le diable comme étant un grand séducteur. Voilà. Mais c'est pour ça que le diable réussit. Hein, entre autres dans certaines sphères de la société, c'est parce qu'il est très séducteur, voilà, et que les gens s'y laissent prendre. Les gens sont pas assez connectés en libre arbitre pour résister aux atteintes du diable, voilà. Et ça a été le fait le pass vaccinal, où garder les habitudes de plaisir, aller au ciné, aller au restaurant, aller en boîte de nuit, se faire vacciner. Et puis on pouvait continuer comme d'habitude. Le piège absolu, le piège du diable. Voilà. Vous qui êtes psychologue, est-ce que vous pourriez nous parler et rappeler aux spectateurs un classique? Le triangle de Karpman. C'est le bourreau, la victime, c'est ça, le sauveur, et l'interaction entre les trois qui fait que la personne, encore une fois, perd possession de lui-même. C'est-à-dire comment faire jouer les uns par rapport aux autres, de façon à pouvoir embrouiller les rôles, les habitudes, les rôles et la loi humaine, quoi. Moi, j'ai envie de parler des genres. Dans la manière dont le sacré est attaqué, il y a la question des genres. La biologie est attaquée. Ah oui, alors. L'identité de genre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très important parce que on fait croire que ce qui est intangible du côté de la loi humaine, la loi naturelle, c'est le fait que le genre est déterminé par des chromosomes, X pour la femme, XY pour l'homme. C'est intangible. On ne change pas ça. Mais les gens sont si peu éveillés qu'ils ont mordu au fait de ceux qui ont pu dire que le genre, c'est une mode. Et c'est qu'on peut en changer, du coup. On peut se transformer en femme, ce qui est absolument impossible, bien sûr. Hein, mais que les gens ont accepté comme ça, pour ne pas avoir à résister, ou parce qu'ils se posent plus de questions, voire peu de questions, je sais pas. Alors oui, c'est ça. Alors c'est là que je me suis dit, mais est-ce qu'ils pourraient pas légiférer la majorité sexuelle à 6 ans? Mais pourquoi pas? Alors, déjà que vous avez l'éducation à la sexualité dans les écoles aujourd'hui à partir de l'âge de 2 ans, dans les écoles des lieux de vie de l'enfant. Vous vous rendez compte? Si jeunes, on leur parle déjà de sexe, de corps, que le sexe leur appartient, que c'est qu'à eux, qu'ils peuvent jouir, profiter de plaisir qu'ils prennent, mais qu'on laisse les enfants tranquilles, qu'on laisse jouer avec leur Lego, qu'on laisse jouer avec les petits animaux, et qu'on arrête de vouloir en faire effectivement des objets pour les pédocriminels. Voilà, c'est quoi cette question de s'en prendre aux lois biologiques en disant non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, ça aussi, c'est important de se réveiller par rapport à ça, quoi. Justement, parmi les différents outils de cette guerre de 5e génération, on assiste à l'arrivée absolument phénoménale d'un nouvel outil qui va bouleverser nos vies.
On peut dire qu'on est dans une époque disruptive à la fois sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan technologique, puisque l'intelligence artificielle arrive à grands pas, elle est déjà là, et ce n'est que le début. Alors là, c'est pareil, ça va être intéressant, là que je vous en parle, d'observer comment fonctionne la fenêtre d'Overton par rapport. L'intelligence artificielle, déjà, elle est présentée comme un outil ludique, un truc sympa, voyez. Mais c'est pas pour rien, c'est une stratégie. Hein. Voilà, on la présente effectivement pour le fait que, ben, oui, on peut jouer avec, c'est attachant, voilà. Bon, un enfant de ma famille disait, bon, qui est préado, il a 12 ans, il disait, t'as vu, certains disent que, que l'IA peut avoir des sentiments. J'ai dit, stop, je vais t'expliquer. Je te propose quelque chose. Ça, je le sentais arriver. Déjà, intelligence artificielle, s'il y a intelligence dedans, c'est-à-dire un peu comme les humains. C'est une intelligence différente, un peu comme les humains, mais ce sont des robots intelligents quand même. Voilà. Maintenant, s'il peut avoir, en plus, on commence à introduire le fait qu'ils peuvent être, ils peuvent avoir de l'affectif ou du sentiment, c'est-à-dire comme les hommes. Mais, je dis, est-ce qu'il n'y a pas des individus, des élites, entre guillemets, comme on dit, qui pourraient propulser la robotique intelligente à la place des hommes et permettre de gouverner un pays? Ou est-ce que certains ne s'en cacheraient pas de ça? C'est-à-dire qu'au moment où le peuple se révolterait peut-être contre le robot, ben, il pourrait dire « Ah mais nous on n'y peut rien, c'est l'IA, on n'y peut rien, c'est comme ça. » Vous voyez, ça c'est dangereux. Voilà. Et le petit m'a dit « Ah ouais, ça se tient. » Voilà. C'est vraiment important. Et en même temps, comme bon, il y a Ariane Biran qui a travaillé dessus. Et dans son article Intelligence artificielle, elle a travaillé dans les cahiers de psychologie politique. Hein. Elle dit, mais il y a 5 arguments, et c'est important, hein, ce que je vais vous dire après, vous allez voir, qui vont amener à utiliser l'IA. D'abord, et qu'on retrouve dans le vaccin, hein, la fatalité. Le sujet ne peut rien y changer. C'est comme ça, hein, c'est dans l'ordre des choses. D'ailleurs, les voitures ont bien remplacé les charrettes, donc c'est comme ça. Dans la vie, voilà. Le progrès, ensuite il y a le progrès. Le sujet est menacé de l'adopter rapidement, avec le risque d'être exclu de la société, quand même. Ensuite, il y a la compétition. Il va y avoir plein de formations qui vont, voilà, qui vont, on va dire aux gens, faites-vous former, hein, c'est pas cher, et comme ça vous serez à la pointe du progrès, vous verrez, c'est bien. Voilà, le discours du diable, hein, retenez ça. Ensuite, le conformisme social, c'est-à-dire tout le monde l'utilise, c'est incontournable. Voilà. Et ensuite, l'abandon. Si vous ne vous soumettez pas, vous serez exclu, protégé, vous emmerder entre guillemets jusqu'au bout. Voilà. Ça vous dit rien, hein? Voilà. Juste pour. Alors, ces arguments jouent toujours. C'est comme le vaccin sur les peurs, sur les angoisses de peur, d'abandon. Et de perversion, voilà, de peur, d'abandon. La perversion et la manipulation sont fortement utilisées. Hein, et l'engouement dont on traite aujourd'hui l'IA, il faut vraiment s'en méfier et réfléchir. Hein, parce que bien sûr, ça sera une bonne chose, hein, mais beaucoup vont s'en emparer pour en faire une mauvaise chose, un outil de propagande. Alors, l'IA, en même temps, on va en faire tout et n'importe quoi, je pense, va préfigurer une propagande de masse, où on va nous dire où ce sera du coup le robot qui va dire à quoi on peut penser et ce qui est interdit de penser. Ça vous dit rien, ça? Hein, la dictature, hein, voilà, la dictature numérique, le totalitarisme de masse. Alors, dans le sens de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab. Hein, ça, on le sentait venir. C'est-à-dire que on va vers un monde fabriqué où, régi par la robotique et l'IA, où on n'a plus besoin des hommes. Mais si on n'a plus besoin des hommes, on fait quoi de tout ce monde?
Hein, parce qu'une part, ça va coûter cher, d'autre part, il risque quand même de se révolter. Est-ce que l'eugénisme n'est pas là, entre guillemets, pour résoudre le problème? Et il faut se méfier de ça, c'est important. Hein, voilà. Parce que moi, je le sens arriver. Quand on me dit, est-ce qu'un robot peut avoir des émotions? Alors, les médias habituels, je dirais, vont inviter des psychologues ou des psychanalystes ou des psychiatres qui vont, spécialistes du comportement ou de l'affectif, qui vont dire, pourquoi pas, hein, à force d'être intelligent, on peut avoir des sentiments, tellement qu'on est intelligent. Stop. Il faudra dans ce cas s'arrêter et se dire, voilà, on nous manipule à ce moment-là. Non, c'est pas possible. Hein, voilà. L'IA n'a pas de conscience. Elle n'est pas liée au sacré. Bien sûr. Ariane Biran en parle comme de grosses machines algorithmiques de l'IA. Voilà, c'est une machine, c'est tout. Hein. Mais la question, c'est que on peut en faire autre chose quand on l'habille par des mots. Hein, c'est comme les camps de concentration, qu'on pourrait en faire des camps de repos. Hein. Quand on change les mots, quand on manipule les gens, quand on leur vide la tête, j'ai envie de dire, et quand on leur remplit la tête d'autre chose, ben ça y est. Hein, les gens sont trompés. Hein. Parmi les outils de cette guerre de 5e génération, il y a ce qu'on peut appeler la vraie et la fausse dissidence ou résistance. Vous parlez des fonctions phoriques et vous parlez par exemple de ce qu'on pourrait appeler les porte-colères, les porte-voix, les porte-paroles, les porte-symptômes, les porte-révoltes. Là aussi, c'est de l'ingénierie sociale assez futée. On ne citera pas de nom, mais vous avez remarqué que dans cette dissidence, il y a des individus qui pourraient peut-être servir à canaliser une certaine colère et à l'emmener dans un cul-de-sac ou des impasses. Alors, on voit effectivement, on connaît bien les portes. Hein, ce sont des fonctions phoriques. Phorique, ça vient du grec phorein, ça veut dire porter. Hein, c'est-à-dire des gens dans un groupe qui portent des choses pour tout le monde. Par exemple, dans une famille, il y a des porte-paroles. C'est toujours les mêmes qui parlent, mais ils parlent pas que pour eux, ils parlent pour tout le monde. Hein, voilà. Il y a les porte-voix, les porte-colères, celui qui se met tout le temps en colère pour les autres. Alors, j'en ai repéré des gens qui sont tout le temps en colère, hein, mais je me dis, est-ce qu'ils sont pas là pour canaliser la colère? Oui, alors j'ai vu une vidéo sur l'un d'eux, ne me demandez pas laquelle, allez chercher par vous-même, c'est toujours important, où dans les commentaires, quelqu'un disait, oui, je connais pas ce monsieur, mais moi ce qu'il dit, ça me parle bien. Voilà, c'est ça le risque. C'est-à-dire que ces personnes-là, aussi bien politiques que d'autres, hein, deviennent les porte-paroles et canalisent la colère et la révolte des gens, de façon à ce qu'elle n'explose pas de manière inconsidérée à la figure des gouvernants, j'ai envie de dire. Hein. Ils sont là pour canaliser. Voilà. Et celui qui se met en colère, les gens vont s'identifier à lui. Du coup, eux n'auront pas à se mettre en colère. Hein. Il y en a un qui le fait bien. D'ailleurs, il passe souvent voilà, sur les vidéos, tout ça. Voilà. Donc, pas besoin de se mettre en colère. Oui, mais c'est le piège. Voilà. C'est les porte-symptômes, c'est les porte quelque chose, quoi. Voilà. On pourrait les comparer à ces gros cylindres sur l'autoroute qui sont des absorbeurs de choc. Ils absorbent cette énergie de la colère. Oui, ils sont mis là. Certains sont mis là, voilà, pour avoir cette fonction-là. Hein. Et ils l'absorbent et ça permet de la détourner des vrais coupables, entre guillemets, de ce mécontentement. Oui, et ils permettent effectivement de canaliser la foule, parce que comment dire, le pouvoir a toujours eu peur d'aussi loin qu'on puisse se diriger, on a toujours peur de la foule. La foule qui n'est pas canalisée, on ne sait pas trop ce qu'elle peut faire. Elle peut exploser, elle peut prendre le pouvoir, elle peut, voilà, on ne sait pas. Et donc, c'est vraiment la canaliser d'entrée. Voilà. Elle peut prendre le pouvoir par les armes. Et voilà, aussi.
Et c'est effectivement mettre comment dire, un berger, hein, qui puisse canaliser cette foule, comme quand on mène des moutons, hein, pour ne pas qu'ils partent n'importe où, qu'ils se disséminent n'importe où. Voilà. Et justement, en parlant de ces façons de canaliser la colère, il y a cette date du 10 septembre qui approche, sur laquelle vous êtes personnellement très dubitatif. Alors il semblerait, a priori, que cette date soit partie d'une gilet jaune tiktokeuse bien connue, Norni, pour ne pas la citer, qui apparemment a lancé cette date de manière relativement spontanée et sincère, mais vous dites, finalement, il y a un risque immédiat de récupération, puisque le pouvoir a tous les outils pour pouvoir récupérer un mouvement qui n'aurait plus rien de spontané et qui serait dévoyé. Vous en pensez quoi de ce 10 septembre? Je crois que c'est Thierry Meyssan qui parle de ce genre de phénomène et qui dit que moi j'ai jamais vu une révolte préparée comme ça, quoi. C'est plus une surprise du coup, voyez. Donc quelle est la valeur de ce truc-là? Moi voilà, je vous dis pas ce que j'en pense. À vous de vous faire votre idée là encore. Hein. Thierry Meyssan dit que effectivement que il n'y a rien de spontané là-dedans. Voilà. Et vous êtes plutôt d'accord avec lui? Vous n'y croyez pas trop? Qui vivra verra, comme on dit. 10 septembre, c'est un peu de temps, hein, on verra. Mais quand c'est préparé, le pouvoir s'y attend. Donc c'est plus la peine, quoi. Voilà. Sinon, on se réunir pour aller boire un coup, c'est sympathique, mais on ne fait pas la révolution en le clamant sur le toit 3 mois avant. C'est plus une révolution. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre mot que révolution? Parce que révolution, finalement, c'est faire un tour sur soi-même. C'est revenir à une forme de point de départ. Avec simplement le pouvoir qui a changé de main. Mais le problème reste le même. On reste dans une société pyramidale. Vaste débat. Alors là, quand je parle comme ça, j'invite les gens à y réfléchir. Je veux dire, vous êtes souverain dans la manière que vous avez de réfléchir. Voilà. Votre opinion est importante. C'est pas la mienne. Ne vous fiez pas forcément à ce que je dis. C'est pas la mienne ou celle de notre, c'est la vôtre. Voilà. Et si j'ai réussi un petit peu à faire en sorte que vous donniez l'opportunité ou le fait de réfléchir et d'oser parler par vous-même, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Voilà. Finalement, vous diriez, ne laissez pas la télé ou l'IA penser à votre place. Ah ben non, bien sûr que non. Je crois que la télé, vous avez compris, quoi, que voilà. Et vous vouliez développer un dernier point avant de conclure, ou je vous laisse le mot de la fin? Non, j'ai parlé de l'Ermitage. Le fait est, c'est se construire son lieu à soi. Voilà. On appelle l'Ermitage, on appelle ça comme on veut. Oui. Un lieu sacré. Voilà, un lieu sacré. Moi, j'ai pensé, quand j'ai écrit ça, au palais idéal du facteur Cheval. Vous savez, c'est ce monument un peu fou, construit par un facteur de quartier, dans l'Isère, qui est à Haute-Rive. Il a passé 40 ans à construire ça. C'est l'œuvre de sa vie. C'est magnifique et c'est pas très beau à la fois. C'est-à-dire, ça part de lui. C'est comme si c'était la projection de lui-même. Et du coup, une projection qui est valable pour les touristes, parce que c'est très visité. Voilà. Il a fait ça avec ses tripes. Et c'est important. L'Ermitage, c'est ce qu'on peut faire avec ses tripes, de façon à pouvoir reprendre possession de soi-même. Vous n'avez pas perdu possession de vous-même, pas totalement. C'est encore quelque part en vous. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de se fier sur le cinq sens, hein, pour essayer de vous reconstruire à travers ça, ou de vous construire. Et que c'est essentiel, quoi. Et vous transmettez aux enfants quelque chose du courage que vous pouvez avoir de vous reconstruire en vous-même. Voilà. Un grand merci en tout cas pour cette interview passionnante et souveraine et spirituelle, cher Richard Durand-Stands. Merci à vous de m'avoir invité en tout cas.